Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue dans Actu Débat. Actu Débat de ce jour reçoit pour vous Rodrigue Aego, correspondant de Radio Canal K au Togo. Il est également le directeur adjoint du site d'information la Gazette du Togo.com. Rodrigue Aego, bonjour. Bonjour cher confrère Eli, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Métropolis. Pas plus tard qu'hier, dans la foule des manifestants, puisque j'y étais pour la couverture, il y a bon nombre de Togolais qui me demandaient mais pourquoi Rodrigue tu ne viens plus sur Métropolis. Je crois que la réponse, ils l'ont ce matin. Nous sommes là avec la même détermination, aux côtés du peuple togolais, ça j'insiste là-dessus, aux côtés du peuple togolais, pour qu'ensemble nous puissions donner l'occasion à notre pays de renaître de ses cendres. Rodrigue Aego, vous êtes un journaliste engagé, c'est ça? Ah ben si vous le dites, ça c'est vous qui... vous savez, quand vous dansez, ce n'est pas à vous de dire que vous savez comment danser. C'est à l'observateur de vous apprécier par rapport à votre façon de prester sur la scène. L'actualité socio-politique du Togo porte essentiellement sur la question des réformes politiques. On parle de la crise des réformes. Eh bien, le pouvoir ou le gouvernement vient de faire ce qu'on peut appeler ou vient de tendre la main à l'opposition, dite force démocratique, composée de 14 partis politiques. Eh bien, Écho du pays écrit ce matin mettre tendu du pouvoir pour un dialogue et si les deux partis s'y mettaient pour réussir celui-là. Et 14e Foire international, non, nous ne parlons pas de cela, nous parlons politique. Vous permettez, nous allons directement donc à la nouvelle tribune de Lomati Sogwe qui écrit crise au Togo, dialogue politicien. C'est donc une interpellation. L'opposition est prête à aller à un dialogue avec le pouvoir ou avec le parti au pouvoir, je voudrais dire. Ben écoutez, ça c'est normalement une question à poser aux membres de la coalition. Est-ce que la situation des 14 partis politiques, puisque c'est eux, ils sont les politiques. Moi, je suis un observateur, un analyste et un leader d'opinion. Mais puisque vous l'avez posé, je crois avoir participé à plusieurs sorties en termes de conférences de presse. Merci. Des 14 partis politiques de l'opposition et ils n'ont jamais mentionné quelque part leur indisponibilité ou fermeture à un dialogue quelconque. Et pourtant, Jean-Pierre Fabre disait dans une publication de Togo Baker News la dernière fois, il disait s'ils pensent que nous allons nous asseoir à la même table avec eux, jamais. Non, vous savez, ça dépend du contexte dans lequel le chef de file de l'opposition a placé ses mots. Comme je l'ai dit, je le suis de bout en bout et il a gardé ce que moi j'appelle finalement slogan, ouverture, fermeté. Et ça, il le dit à qui veut l'entendre. Ouverture, fermeté. Et la question idéale serait de savoir pourquoi aujourd'hui l'opposition aurait l'approche de se méfier de ce que d'aucuns appellent mettre tendu du pouvoir pour aller à un énième dialogue. Pourquoi s'en méfier alors? Pourquoi s'en méfier? Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agirait d'un énième dialogue si ça advenait. Parce qu'on a trop dialogué au Togo. Et si le problème persiste jusqu'à ce jour, c'est parce qu'à un niveau donné, il faut le dire sans langue de bois, que le pouvoir a toujours fait montre de mauvaise foi. Figurez-vous qu'on sorte un communiqué dans lequel on annonce des prétendues mesures d'apaisement. D'apaisement, bien sûr. Et au même moment, à Sokodé et à Bafilo, on déverse des militaires pour mater les populations. Et vous écoutez plus tard, quelques heures après, le ministre en charge de la sécurité qui laisse entendre au micro des confrères des médias internationaux que quand on trouvera les armes qui auraient été emportées par des manifestants à Sokodé, les exactions cesseraient. Est-ce que ces propos pourraient être compris comme une mesure de protection des populations? D'abord, dans un pays, dans une république, on ne peut pas proclamer de go sans enquête que ces prétendues armes que je n'ai pas vues, je ne sais pas si quelqu'un a vu ces armes-là, auraient été emportées par des manifestants. Dans une république où la justice est là pour tout le monde,
il devrait y avoir l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités parce que j'étais à Sokodé. Et dans toutes les interviews, peut-être que vous les avez suivies également sur les différents médias, y compris les médias sociaux, également sur le site lagazettedutogo.com, que les populations de Sokodé pointent le doigt accusateur vers les militaires. Et il y a une dame qui s'est exprimée en Kotokoli. On a eu à traduire les propos de cette dame qui dit clairement que mon magasin a été incendié par des militaires. Alors, ce qui voudra dire... Des militaires ont été également exécutés dans la même ville. Autorité. Des militaires ont été également exécutés dans la même ville. Voilà. Maintenant, c'est pour ça, ont été exécutés, oui, mais par qui on le sait. Donc, il fallait... Vous pensez que c'est le pouvoir qui J'en sais rien. J'en sais rien, puisqu'il n'y a pas d'enquête. Je n'affirme rien. Oui. Je ne fais que reprendre les propos de ces populations terrorisées à Sokodé. Alors, il va falloir ouvrir des enquêtes pour savoir si réellement ces militaires ont été tués par X ou Y, situer les responsabilités et que les auteurs puissent répondre devant la loi. Et que les armes Quel n'est pas le cas, et automatiquement, on s'attaque aux populations. Vous avez vu des gens qui ont leur peau déchirée, des gens qui sont traumatisés. Je suis revenu de Sokodé malade tout simplement parce que ça, je le dis et j'alerte les organisations de défense des droits de l'homme et notamment ceux qui interviennent, n'est-ce pas, sur les questions climatiques, d'aller à Sokodé pour constater que l'air est pollué à Sokodé parce que on a criblé de gaz lacrymogène cette ville. Et quand vous arrivez, tout ce que vous respirez, ce ne sont que des résidus de gaz lacrymogène. Et sur des boîtiers, on a vu que c'est à majorité des produits périmés, des gaz périmés. Vous avez vu la date de péremption qui est claire. Et ça a fait également le tour des réseaux sociaux. J'en ai vu également à Mango. Et j'en ai vu à Bafilo. Alors, vous avez fait le tour de toutes ces villes? Si, parce que moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas le genre de journaliste qui reste focalisé sur les on-dit. Je suis un homme de terrain, je vais sur le terrain et tout le monde sait les conditions dans lesquelles on a eu à travailler dans ces localités-là. Ça n'a pas été de l'eau minérale à boire. Ça a été très amer. Juste pour dire qu'aujourd'hui, ces propos du ministre, je ne peux pas les comprendre. Parce que là, on nous dit clairement qu'on n'est plus dans une république. Parce que normalement, il faudra ouvrir des enquêtes, situer les responsabilités et traduire les auteurs de ces faits qu'on attribue à tort aux populations de Sokodé. Vous pensez qu'on leur a attribué à tort? Puisqu'il n'y a pas d'enquête aujourd'hui qui disent que voilà X, voilà Y qui a fait ci, qui a fait ça. Mais ce qu'on constate plutôt, preuve à l'appui, c'est que les militaires violentent les populations. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je ne sois retourné à l'intérieur, à Tchawanda, sur le terrain noir, où il y avait également le jour-là une délégation de la coalition des 14 partis politiques. Et nous avions été encerclés par des militaires. J'ai vu ce qu'ils tenaient en main. C'est quoi? Vous avez vu, il y a des barbelés, il y a des tuyaux galva, il y a des planches, il y a des bois de Nîmes, avec, vous voyez à peu près de quoi ça peut s'agir. Et vous avez également des fils de fer. Et nous avons pris des photos de ces éléments. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse, même si c'est un voleur qu'on attrape, qu'on puisse taper ce voleur avec des fils de fer. Rodi Gaïgo a l'impression que les deux militaires exécutés sont en train d'être vengés par le frère d'armes. Là, nous ne sommes plus dans une république. Sinon, dites-moi pourquoi hier, le ministère de la Sécurité sortait pour condamner la vindicte populaire. Ça, c'est vindicte populaire. La constitution togolaise, ou du moins les constitutions togolaises, si je prends la version originelle du 14 octobre 1992, mais ça reste toujours la même et les autres versions tripatouillées,
je n'arrive pas à contenir ce mot sodomiser, parce que c'est des constitutions qui ont été retouchées, pas avec la bénédiction de ceux qui l'ont adoptée. Et quand je prends ces constitutions, ces différentes versions de constitution là, mais il est écrit quand même que nul n'a le droit de se faire justice. Quand je prends la charte universelle des droits de l'homme, nul n'a le droit de se faire justice. Alors, je reviens pour réitérer que même si les gens pensent qu'il faille se venger, il y a des canaux. Il y a des canaux. Sinon, pourquoi il y a la justice? C'est très important. Là, nous ne sommes plus, je suis désolé, dans une république. Donc, certains observateurs estiment que les propos, les appels sur les réseaux sociaux ont donc permis ou ont donc motivé le ministre ou le ministère ou les autorités en charge de la sécurité à ne pas vouloir laisser Sokone manifester. Vous savez, quand vous dites à ne pas vouloir laisser Sokone manifester, ça voudra dire que c'est la consécration de la violation flagrante des droits de l'homme. Donc on aurait aimé que cela soit notifié. Quelles que soient les raisons, on ne peut pas vous empêcher de manifester. Vous avez déjà vu un voleur attrapé? La loi permet, d'interdire des manifestations, Rodrigue. La loi, dans des conditions données. C'est ça. Vous comprenez? Dans des conditions données. Mais je le dis, l'essence même d'une manifestation, c'est l'extérioration d'une indignation face à une violation de son droit. Et donc, souffrez que interdiction ou pas, souffrez que interdiction ou pas, quand vous êtes opprimé, vous avez le droit de l'exprimer. Vous avez le droit de l'exprimer. Et ce que la loi recommande à ce niveau-là, c'est que l'autorité puisse encadrer votre manifestation, la manifestation de votre indignation, qu'on puisse l'encadrer. Maintenant, si débordement il y a, oui, c'est écrit qu'il faut, parce que dans l'encadrement, les gens mettent réprimer. Non, écoutez, moi je préfère parler de dispersion avec des moyens de convenance. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un peu comme si, par exemple, vous voyez des gens prendre des machettes, des gourdins pour aller peut-être régler des comptes, comme l'histoire, l'avènement des gros bras, comme on le dit souvent dans les affaires foncières. Non, l'autorité a le droit de sécuriser, de protéger les populations. Et c'est ce qui a été fait à Lomé. Non, ce n'est pas ça. Et c'est ce qui a été fait à Lomé, puisque le ministre Yard Damran disait donc que à Lomé les choses étaient bien déroulées. Et il y a eu une bonne coopération entre les forces de l'ordre et les forces de sécurité interne des organisateurs. Il y a un événement que le ministre n'a pas mentionné dans son rapport. Lequel? Le premier jour des manifestations, c'est-à-dire le 7 novembre dernier. Les manifestations se sont bien déroulées, oui, mais il y a eu des faits. Et je crois bien que rapport aurait été fait au ministre. Parce qu'au niveau du commissariat 3e arrondissement, lorsque les trois groupes se soient regroupés pour s'ébranler vers le point de chute de la manifestation arrivée au niveau du 3e arrondissement, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu un cordon de militaires, armes au poing. Et les populations, les manifestants étaient braqués. La force spéciale a joué un très grand rôle et je tiens à une fois encore féliciter ces messieurs. Vous parlez de quelle force spéciale? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une force spéciale qu'on peut distinguer par des Lacoste bleus. C'est ça. Et écrit observateur sécurité derrière, au dos de leur Lacoste. Ils ont joué un très grand rôle de médiation en allant tout simplement demander aux militaires de quitter parce qu'ils n'ont pas leur place dans le dispositif d'encadrement d'une manifestation publique. Alors, comment pouvez-vous expliquer la présence des militaires à ce niveau-là? Comment ça peut s'expliquer? Dites-le-moi. Et la dernière fois, je le dis bien, n'eût été la collaboration entre les jeunes au sein des manifestants qui sont qui s'occupent de la sécurité
Et le chef sécurité personnel du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, j'oublie un peu son petit nom, Apollinaire, voilà. Et ces observateurs de sécurité-là, ça pourrait dégénérer le jour-là. Parce que les jeunes, puisqu'ils ont vu les militaires braquer les armes sur eux, ils ont été braqués eux aussi. Et moi, j'étais parmi la foule. Et ils ont dit, bon, dans ce cas aujourd'hui, ils n'ont qu'à nous tuer. Le pire a donc été évité. Comprenez tout simplement que lorsqu'il n'y a pas d'éléments qui provoquent ou qui irritent ces manifestants, ça se déroule. Bien, et le ministre l'a mentionné. Mais il faut préciser que ces observateurs n'eût été leur présence, leur rôle, ainsi que l'esprit de retenue et de contrôle de soi de ces jeunes qui assurent la sécurité au sein des manifestants, on aurait pu assister à autre chose que nous ne serons qualifiés. En tout cas, chronique de la semaine écrit point sur les manifestations politiques de l'opposition. La tempête n'a pas eu lieu malgré la mobilisation des djihadistes du PNP. Et l'autre écrit, je voudrais donc très rapidement aller vers Flambeau des démocrates qui écrit toujours des manifestations de l'opposition à travers les villes du Togo. Plusieurs villes mobilisées, Sokone et Bafilo au silence. Voilà donc ce qu'on peut retenir dans les journaux parus ce matin en parlant de Sokone et puis de la mobilisation. Oui, écoutez, moi je ne dirais pas que Sokone et Bafilo sont des villes réduites au silence. Vous avez vu, ils avaient fait un footing la dernière fois, tout se déroulait bien, quand les militaires les attendaient au point de chute, au fait, pour les accueillir, les mater proprement. Les accueillir à chaud. À chaud. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire c'est des villes qui sont martyrisées, terrorisées, mais au même moment, c'est des villes dans lesquelles les populations sont déterminées à se faire entendre, à dire ça suffit. Et jusqu'où ira cette détermination, vu qu'aujourd'hui, le pouvoir ou le gouvernement appelle au dialogue, crise au Togo, écrit une nouvelle tribune au dialogue politicien? Écoutez, dialogue, oui, je l'ai dit. Mais ça dépend de ce qu'on met dans dialogue. Vous comprenez? Il suffit pas, par exemple, d'annoncer l'opposition n'a-t-il pas la libération de 42 personnes. Une proposition d'agenda pour ce dialogue? Proposition d'agenda. Mettre également. Écoutez, les gens sont dans les rues pourquoi? Les gens sont dans les rues pourquoi? Mais ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Ce n'est un secret pour personne. Les gens sont dans les rues pourquoi? Pour le retour à la Constitution. Ils exigent le retour à la Constitution du 14 octobre 92. Ça peut être aussi le vote de la diaspora. D'accord? Les réformes électorales. La réforme des institutions de la République. Et beaucoup d'autres choses. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Mais si on veut réellement amener les gens à la table de négociation, il faut envoyer des signaux qui soient convaincants. Oui, et le gouvernement il ne faut pas aller au saupoudrage. Il ne faut pas aller à la masturbation des esprits. Ce n'est pas normal. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous levez l'interdiction abusive émise sur les manifestations en semaine. Au même moment, vous empêchez des villes de manifester. Et vous parlez d'apaisement. Dites-moi ce qu'on met finalement dans l'apaisement. C'est en matant les populations. Mater les populations, c'est ça l'apaisement? Vous pensez que c'est l'apaisement? Vous pensez que c'est en interpellant les gens parce qu'on prétend avoir trouvé des clous, je ne sais quoi, des jumelles dans leur chambre? Vous pensez que c'est de l'apaisement? C'est l'apaisement? Quand on parle de mon pays à l'extérieur, je pleure. J'étais, il y a quelques jours, à l'extérieur du pays, je n'ai pas pu répondre à des questions qui me sont posées par rapport à ce qui se fait dans mon pays. Parce que, finalement, le Togo est un pays atypique. Où se passent des choses immondes, des choses qu'on ne saurait expliquer. Vous prenez des enfants de 11 ans tués par balle, comment ça peut s'expliquer?
Vous prenez des populations qui ont la peau déchirée. Vous voyez les plaies, les traces. Comment ça peut s'expliquer? Vous voyez des gens dormir dans la brousse dans leur pays, où on prône la liberté de circulation des personnes et des biens. Au même moment, on empêche les gens, par exemple, d'aller dans certaines villes du pays. On parle d'apaisement. Que mettons-nous dans apaisement? Je parle en tant que citoyen. Si ce pays est tranquille et paisible, apaisé, ça l'est pour tous. Et nous avons intérêt à contribuer à cet apaisement-là, mais en faisant de sorte que les exactions cessent. On ne peut pas terroriser des villes. On ne peut pas donner l'insomnie aux gens. À Lomé, ce n'est pas tout le monde qui dort dans sa chambre, dans sa maison. Chaque jour que Dieu fait, des gens franchissent les frontières pour aller en aventure, pas parce qu'ils l'auraient souhaité, mais tout simplement parce qu'on les pousse à prendre la clé des champs. Que mettons-nous dans apaisement? Eh bien, pour le gouvernement, c'est des mesures d'apaisement, des mesures qui appellent donc... permettez, dans ces mesures d'apaisement, d'aller vers la cohésion sociale. Vous prenez la question des incendies des marchés de Kara et Lomé, où on a inculpé des gens et dans le contrôle judiciaire, ils sont placés sous contrôle judiciaire. A été levé, celui de Jean-Pierre Fabre, et notamment. Ça, c'est scandaleux. C'est la preuve palpable que la justice togolaise n'est pas autonome ni indépendante. C'est des mesures d'apaisement. Non, non, permettez. Même si mesures d'apaisement il fallait prendre, il faut suivre un certain nombre de normes. Ce n'est pas l'inculpation qui a été levée quand même. Ou contrôle judiciaire levé par décision politique. C'est ça. Faites la part des choses. Non, c'est pour permettre donc... Non, permettez, j'en viens, permettez. Vous savez, le législateur sait pourquoi il parle de grâce présidentielle quand il faille libérer des gens qui ont été condamnés après un procès, dans un procès, où ils auraient été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. Mais quand on prononce la grâce présidentielle, ça suit des démarches. Bien sûr, il y a des étapes, il y a une procédure. Une procédure. On ne peut pas, dans un même dossier, où on a inculpé un bon nombre de citoyens, on les a placés sous contrôle judiciaire, on se lève, on dit, ben toi Elie, aujourd'hui, ben, on enlève ton contrôle judiciaire. Ça dépend aussi des responsabilités. Qu'est-ce que vous mettez dans responsabilité? Ici, on parle du chef de file de l'opposition. Nous sommes tous Togolais. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et la Charte universelle des droits de l'homme le dit clairement. Les premières lignes de la constitution togolaise ou des constitutions togolaises, version originelle, version tripatouillée, sodomisée, etc., le précise clairement. La loi, elle est là pour tout le monde et unique. C'est ce qui fait aujourd'hui que quand vous tendez le micro au chef de file de l'opposition, il cite des noms. Jean Eklou, Alphonse Logo, Ouro Akbo Tchaniao, Maître Atazeux Sajavon, qui sont également sous contrôle judiciaire. Est-ce que c'est dans une autre affaire? C'est dans la même affaire. Prenez également dans l'affaire des manifestations, les manifestants qu'on a arrêtés. Pour les mêmes faits, on a condamné certains pour 5 ans, d'autres pour 18 mois, avec sursis. Est-ce que c'est pour les d'autres pour 6 mois? Écoutez, qu'est-ce qu'on leur reproche? Vous avez lu les chefs d'accusation? Moi, je les ai lus. Destruction de biens publics, patati patata. C'est les mêmes chefs d'accusation, mais pour un procès peut-être à degré divers. Comment ça peut s'expliquer? Nous parlons de droit, là. Nous parlons de justice. Donc, en clair, comprenons qu'aujourd'hui, nous vivons une situation anormale. Et s'il faut vraiment matérialiser l'ouverture qu'on voudrait donner à un dialogue qui reste jusque-là, effet d'annonce, il faudra que les signaux soient forts, crédibles, convaincants.
C'est mon point de vue. Eh bien, Rodrigue Ayego, la France donc a salué la main tendue du gouvernement et donc à travers ce communiqué sorti le 6 novembre dernier, en entretien avec le Premier ministre au siège du gouvernement à Lomé, le diplomate français Marc Vizy s'est prononcé sur la situation sociopolitique du Togo, marquée par de nouvelles manifestations les 7, 8 et 9 de ce mois. L'ambassadeur de France au Togo a dit au cours de cette audience avoir rappelé que la position de la France est d'appeler toutes les parties au dialogue. Le pouvoir a accepté donc ouvrir dans les prochains jours un dialogue, mais l'opposition, elle, autre, maintient toujours les manifestations de rue. Ben écoutez, c'est trop facile. C'est trop facile, par exemple, d'annoncer ça et de dire et que l'opposition appelle d'espérer que l'opposition sursoit aux manifestations. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui a amené le gouvernement à tendre cette main, puisque vous appréciez bien l'appeler main tendue. Moi, je ne l'appelle pas main tendue, je l'appelle piège à con. C'est une expression... Qu'est-ce qui a amené le gouvernement à ouvrir ça comme brèche, si on peut l'appeler? C'est parce que les gens ont maintenu une pression dans la rue. On a essayé par plusieurs moyens d'empêcher, d'étouffer ces manifestations, ça n'a pas marché. Mais ce serait trop facile de demander à l'opposition, écoutez, que l'opposition vienne dire au peuple, oui, ils ont annoncé un dialogue, donc nous allons sur ce nom. Mais moi, je suis simple observateur, je vois ce qui se passe également dans d'autres pays. Vous comprenez? Et quand je reprends la Bible, vous connaissez l'histoire de la pauvre dame qui a tenu l'habit de Jésus? Oui. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh! Voilà. Mais elle dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que je sois béni. Oui, c'est ça. Allez-y comprendre. Mais Rodrigue, pour donc sauver la paix, la cohésion sociale, vu les violences inouïes qui se passent dans notre pays, ne serait-il pas beaucoup plus sage que l'opposition puisse surseoir un peu aux pressions de la rue pour permettre à ce que les échanges puissent continuer au niveau des deux parties? Quand on veut, on arrête les braconniers. Quand on veut arrêter le braconnage, qu'est-ce qu'on fait? Répondez-vous. Oui. Non, dites-moi, c'est juste entre vous et moi. Si on veut lutter contre le braconnage, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les auteurs. Les violences viennent d'où? On connaît aujourd'hui avec certitude d'où viennent les violences. Du moment où le ministre dit, tant qu'on ne trouve pas les armes, quand on va trouver les armes, on va laisser ce qu'on est manifester. Allez-y lire entre les lignes et comprenez ce que si on veut vraiment lutter contre ces violences, on peut les arrêter. Parce qu'on sait pertinemment d'où viennent ces violences. Et donc, à vous comprendre, l'opposition n'ira donc pas au dialogue? Mais je l'avais dit, je ne suis pas opposant, je ne suis pas un homme politique. Mais tous les éléments de votre analyse, tous les éléments de votre analyse montrent suffisamment que l'opposition n'est pas prête à aller au dialogue. Je crois que je l'ai dit tantôt que si vous tendez le micro à un membre de ces 14 responsables politiques, ils vous diront nous sommes ouverts au dialogue. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement met dans dialogue? C'est la grande question. C'est la grande question. Vous comprenez, non? Voilà. Ce n'est pas parce que vous me donnez une invitation pour aller à un dîner que je vais me déplacer. Vous n'allez pas me forcer à arriver. Maintenant, il faut me parler, par exemple, si vous avez intérêt à ce que je sois présent, que vous commencez pas à me faire la cour en me parlant des mets que vous proposez pour que je vois ce qui peut me séduire et m'amener à venir à ce rendez-vous de dîner. Toute la question se trouve à ce niveau-là. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça qu'on dit, on peut forcer l'âne à aller à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire de l'eau. Vous avez une fois entendu ça? Voilà. Donc, comprenons que ce qu'il faut aujourd'hui, ils ont annoncé le dialogue, mais que les actes suivent l'annonce. Parce qu'aujourd'hui, la méfiance, elle est de mise parce qu'on compte plus de 20
22 voire 25 dialogues. Et les conclusions de ces dialogues n'ont jamais été respectées. Par qui? Mais par le pouvoir qui fait preuve de dilatoire. Même simple conclusion dans des discussions avec les enseignants n'est pas respectée. Rodrigue, on en parlera tout à l'heure, mais Rodrigue, la question qui dérange également les esprits est celle de savoir qui seront les acteurs ou les participants à ce dialogue. Est-ce qu'en dehors du regroupement des 14 partis politiques et du parti au pouvoir, pourrait-on éviter également d'autres acteurs politiques, notamment Jerry Tama, du NET à Guillaume Kodjo, Dobu Abbas Kaboua, du MRC? Vous savez, je vais vous répondre sans langue de bois. Allez-y. J'ai faim, vous n'avez pas faim. S'il faut donner à manger à quelqu'un, c'est à celui qui a faim. Non, permettez, c'est à celui qui a faim. C'est à celui qui a faim. Les gens se complaisent dans cette situation. Les gens font leur business dans cette situation. Mais d'autres qui ne font pas leur business, qui se disent non, ça suffit, sont dans la rue. Si vous voulez que les gens ne soient pas dans la rue, c'est ceux qui sont dans la rue, c'est avec eux qu'il faut discuter. Ça, c'est sans langue de bois. Maintenant, c'est le gouvernement qui initie le dialogue. Quitte à lui d'envoyer ses invitations à qui il veut, mais ça dépend du résultat auquel il s'attend en annonçant ou en envoyant les invitations. C'est clair. Ça, je ne vais pas tourner la langue deux fois. Des participants à ce dialogue dépendront les résultats? Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai donné tantôt l'exemple. Moi, je dis j'ai faim. Toi, tu dis non, moi, je suis rassasié. Et on t'appelle, on dit non, il vient manger. Donc, moi, je ne vais plus dire que j'ai faim. Mais ici, nous parlons du Togo. Non, c'est le Togo, oui, c'est le Togo dans son ensemble, oui. Mais il se fait que dans le même Togo, il y a des gens qui mangent à leur faim et des gens qui ne mangent pas à leur faim. Vous avez une minorité qui croupit dans la misère, une majorité qui croupit dans la misère. Je n'en veux pour preuve que les petits projets que le gouvernement porte lui-même en allant distribuer 20 000, 30 000 et 5 000 par exemple aux gens. Alors, ceux qui ont faim sont en train de crier dans les rues, nous avons faim. Ceux qui n'ont pas d'emploi sont en train de crier dans les rues, nous sommes des chômeurs, nous en avons assez. Ceux qui n'arrivent pas à se soigner sont dans les rues et crient, nous avons assez de ces hôpitaux mouroirs. Et pour les calmer, vous voulez appeler les gens qui vont se soigner à l'extérieur du pays, les gens qui mangent dans les grands restaurants du monde entier, les gens qui font la Java un peu partout. C'est ça? Non. Là, ce ne sera plus un dialogue. Parce que le dialogue, c'est quoi? Le dialogue, c'est des échanges entre les protagonistes de parties d'une crise. C'est ça, non? Bien sûr. Qui sont les protagonistes? Qui sont les protagonistes? Vous posez la question, à un élève de CE1, l'élève vous dira les protagonistes, c'est deux personnes qui se battent pour une chose. Mais Rodrigue, bien avant cette teneur, cette ampleur de la crise des réformes, tous les partis politiques de l'opposition, aussi bien modérés que radicaux, si on peut les appeler ainsi, réclamaient donc les réformes politiques. Heureusement que vous avez dit, ou vous venez de dire réclamer. C'est ce qui me plaît aussi en matière de conjugaison. Parce que le temps dit beaucoup de choses. Vous avez dit réclamer. De les réclamer. Non, mais attends. Peut-être qu'ils ne sont pas dans les rues ou dans la rue. Voilà. Mais maintenant, on veut discuter avec qui aujourd'hui? Avec des acteurs politiques de l'opposition. Avec des acteurs politiques de l'opposition. Dans son ensemble. Pour quel résultat? Parce qu'on ne veut plus que les gens soient dans les rues. Vous savez pourquoi, par exemple, sur le plan syndical, jusqu'à présent, il n'y a pas d'entente entre le gouvernement et les syndicats. Vous pensez qu'on évite? C'est parce qu'on ne discute pas avec ceux qui se plaignent. On discute avec ceux qu'on fabrique. Pour aller casser des mouvements. Vous savez pourquoi, par exemple, à l'université de Lomé, il n'y a pas tellement d'apaisement? C'est parce qu'on ne discute pas avec ceux qui crient. On discute avec ceux qui sont rassasiés. On discute avec ceux-là qu'on appelle des casseurs de mouvement. Et quand il y a ça, vous contournez et chassez le naturel, il reviendra toujours au galop.
Rodrigue, vous avez un peu exagéré, peut-être c'est ma manière de voir les choses, moi. Vous êtes libre, vous êtes observateur. En disant que vous insinuez que le pouvoir crée parfois des partis politiques ou fabrique des partis politiques à sa guise. Écoutez, nous sommes au Togo et l'histoire est têtue. Les faits sont également têtus. De quel fait vous parlez? Vous vous souvenez de l'ère feu général Gnassingbé Yadema? Bien sûr, c'était encore très jeune. Est-ce que vous avez encore d'idées sur ces opposants qui en réalité ne s'opposaient pas, qui étaient des accompagnateurs du régime? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat. C'est un constat. Donc pour vous, ceux qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans la rue avec le CAP 2015... je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Sont des accompagnateurs je ne le dirai pas. Parce que, vous savez que dans nos petites familles, par exemple, il y a des gens qui ont la facilité d'extérioriser leurs sentiments. Il y en a qui se morfondent, qui les contiennent, mais qui en souffrent. Vous comprenez? Et il y a également des hypocrites. C'est à dessein. C'est schématique. Et comprenez que ce n'est pas exclu sur le plan politique. C'est dans les germes, dans les comportements et dans l'éducation de chacun. Rodrigue Ayego, à la crise sociopolitique que traverse le Togo, on sent donc venir une grogne sociale. Les enseignants en grève les 13, 14 et 15 novembre prochains. Eh bien, les enseignants du primaire et du secondaire du secteur public seront en grève à 16 jours pour réclamer donc de meilleures conditions de vie et de travail. Le gouvernement, qui a promis une année académique sans problème, visiblement n'a pas pris les mesures nécessaires qu'il fallait regrette bien sûr les enseignants, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les enseignants. Les promesses qu'il a faites ne sont pas tenues. Conséquence, le corps enseignant est décidé à débrayer pour obtenir gain de cause. Vous-même, vous l'avez, ils l'ont mis dedans. On ne respecte pas les conclusions des accords. On ne respecte pas les promesses. Le gouvernement ne respecte pas la parole donnée. Est-ce que c'est aussi facile? Pardon? Est-ce que c'est aussi facile? Qu'est-ce que vous mettez dans c'est aussi facile? J'ai toujours donné l'exemple. Est-ce que le gouvernement... J'ai toujours donné l'exemple du gouvernement de François... Est-ce que le gouvernement a le moyen de ses promesses? J'ai toujours donné l'exemple du gouvernement de François Hollande. Quand François Hollande est arrivé, les signaux étaient rouges sur le plan économique. Il a non seulement diminué son propre salaire, mais il a également diminué le salaire des ministres. Je m'en souviens très bien. Vous vous en souvenez? Ça s'appelle des mesures concrètes. On ne va pas dire qu'une minorité entre griffes s'accapare, parce que moi je préfère dire une minorité accapare les ressources du pays et au même moment se comporter en protecteur de cette minorité-là au détriment d'une majorité qui croupit dans la misère. Les gens cherchent le diable. Ils ne trouvent même pas le diable pour qu'on dise qu'ils veulent tirer la queue du diable. On cherche le diable en vain, on ne le trouve pas pour tirer sa queue. Vous comprenez? Comment voulez-vous? Cette histoire de revendication des enseignants date de combien de décennies? Nous étions là quand le gouvernement a décidé par exemple d'augmenter le nombre de l'effectif des députés à 91. C'est passé, non? Quand on a décidé d'augmenter les émoluments des députés, c'est passé, non? C'est pas passé? Bien sûr. Alors, dites-moi ce que vous mettez dans, si c'est possible. Les ressources du pays, ça va faire quoi? Lorsque vous laissez les ressources du pays pillées par une minorité, mais il faut arrêter l'hémorragie pour permettre à la majorité de manger à sa faim. On ne le fait pas. Les journaux ont publié dans ce pays que les fonds débloqués à hauteur de dizaines de milliards pour construire des infrastructures routières ont été c'est des fonds qui ont disparu. Et les journaux ont identifié des gens qui auraient fait main basse sur ces fonds.
On n'a pas ouvert des enquêtes pour vérifier si réellement ces personnes mentionnées par les journaux ont réellement fait main basse sur les fonds, mais on a plutôt jugé bon de persécuter les journalistes qui ont sorti cette information-là. L'Alliance nationale pour le changement et le chef de file de l'opposition avait commenté et publié un document sur l'évasion fiscale. Vous avez également, vous êtes au parfum du dossier Wassem Gate. Vous savez également que l'ITIE a sorti des documents qui dénoncent le détournement des fonds à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Ces fonds sont où? Pourquoi parlez-vous de possibilités? Pourquoi mettez-vous au conditionnel la possibilité de satisfaire les besoins vitaux de la majorité des Togolais? Un premier ministre a dit, aucun membre du gouvernement ne viendra se faire soigner dans vos hôpitaux là. Donc c'est des hôpitaux qui appartiennent à la majorité. Parce que la minorité, elle autre, elle se fait soigner à l'extérieur. Alors, que mettez-vous dans possibilité? La gouvernance, c'est la satisfaction des besoins vitaux et capitaux du peuple. Mais au Togo, on se sert en opprimant le peuple. Les enseignants, c'est des gens qui travaillent dans des conditions monumentales. Et quand vous voyez par exemple ceux-là qu'on appelle des EV, des enseignants volontaires, vous allez pleurer. Là où je suis, je contribue à un niveau donné dans quelques villages à permettre à certains enseignants volontaires de joindre les deux bouts avec les petits moyens que j'arrive à mobiliser à travers mes petites activités. Parce que quand je suis allé dans ces localités-là, j'ai vu que c'est des gens qui meurent de faim. C'est des gens affamés. Et j'ai eu la malchance et la chance pour l'enseignant, un des enseignants, de me retrouver dans sa localité la veille de l'accouchement de sa femme. Je l'ai amené au marché pour l'aider à acheter ne serait-ce que le savon, les quelques habits et tout, et des produits pour la femme, la future mère, et le bébé qu'on a mis au monde. Merci pour, parce qu'il n'a pas les moyens de payer l'accouchement de sa femme. La femme a dû accoucher à la maison avant qu'on arrive. Il a fallu qu'on l'amène à l'hôpital. Quel hôpital? Un dispensaire qui se trouve, s'il vous plaît, à 18 km. Avec une piste impraticable. Vous parlez de quelle localité? Je préfère taire le nom. Non, mais c'est dans la préfecture du Haou. À Notier, dans la préfecture du Haou, où le chef lui est Notier ici. Ils sont pleins. Allez à Zanguera. Il y a une école publique où nous avons dû faire des courbettes à une dame généreuse qui est artiste de la chanson togolaise pour qu'elle aille offrir l'occasion aux élèves qui étudient dans des élèves envoyés par l'État dans cette école-là d'étudier dans des conditions un peu plus améliorées. Nous en faisons parce que nous sommes Togolais. Il est temps de dire certaines réalités pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, sur fond de cotisation des Togolais, que ce soit ceux qui sont ici au pays ou à l'extérieur, la plupart des localités arrivent à avoir des bâtiments scolaires dans des écoles publiques où les gens étudient sur le chaud soleil. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous mettez dans possibilité? L'argent du pays passe par où? Nous avons le port autonome de Lomé. Les journaux parlent d'exploitation du pétrole. Les journaux parlent de la présence de l'or, du diamant, le fer de Bangéli, le marbre. Nous avons des cimenteries. Prenez votre facture d'électricité. Si vous consommez à 3200 par exemple,
votre facture vous revient sensiblement vers 7 000. Parce que sur la facture, à quelque part, on met, j'oublie un peu comment, c'est-à-dire la contribution pour aider à supporter les dépenses publiques en matière d'électricité. Mais au même moment, il y a des journaux qui ont sorti dans ce pays que dans des bureaux au niveau de l'administration publique, quand on allume la clim le 1er janvier, ça reste allumé jusqu'au 31 décembre. Vous avez une fois appris ça? Est-ce que c'est vérifié? Je dis des journaux ont publié ça. Ah. Il y a également des services étatiques dans lesquels les gens qu'on paye, les employés, leur travail c'est de faire du forecast du 1er janvier au 31 décembre parce qu'il n'y a rien à faire. Ils sont payés à la fin du mois. Les réformes permettront ou permettraient absolument, absolument. Parce qu'il faut aujourd'hui arrêter l'hémorragie. C'est très important. Vous avez vu ce que Patrice Talon fait au Bénin? Malgré ça, les Béninois crient. On a essayé d'empêcher les dépenses extravagantes et abusives au niveau des ministères, même au niveau de la présidence de la République. Ces allées, retour, va-et-vient, rapportent quoi au pays? On parlait des les journaux ont parlé des voyages du chef de l'État. C'est important. Ça revient à combien? Ça revient à combien? Ça revient à combien? Au Bénin, on a limité par exemple le nombre de véhicules d'un ministère. Mais au Togo, ici, vous voyez par exemple des RTG transporter des sacs de maïs et de charbon, ainsi de suite, les samedis et les dimanches. Nous sommes en train de parler de notre pays, le Togo. Un pays qui nous appartient à tous. Un pays cher à nous tous. Cher à nous tous. Et face à ça, nous avons l'obligation de dire la vérité pour que les gens puissent comprendre que ceux qui sont dans la rue, ils disent nous avons faim. Ils ne disent pas que nous sommes rassasiés. Les enseignants ne disent pas que nous étudions dans de meilleures conditions, donc nous allons aller en grève pour qu'on puisse diminuer un peu ces conditions-là. Ils disent qu'ils sont en train de travailler dans des conditions inhumaines dégradantes. Rodrigue, les gens manquent d'eau potable dans les localités. Moi j'ai vu là où les gens se discutent l'eau avec les animaux. Rodrigue Gaego, on comprend que la situation sociale du pays n'est pas du tout rose, et à la question des réformes politiques ou à la crise des réformes politiques se greffe désormais la grogne sociale. Mais Rodrigue Gaego, le dialogue pour les organisations internationales, pour la communauté internationale reste la seule voie par laquelle les deux parties, l'opposition et le pouvoir, peut passer pour pouvoir s'entendre et régler. Le problème, ce n'est pas le dialogue. Permettez, juste une précision. Le problème, ce n'est pas les dialogues, mais c'est la volonté de mettre en application les conclusions de ces dialogues qui n'existent pas au Togo. Je suis désolé. Est-ce qu'on a déjà les conclusions? La CVJR, ces recommandations, sont-elles mises en œuvre? L'accord politique global, les 22 engagements, CPDC 1, CPDC rénové, et les CPDC Dialogue Togo Télécom 1, Dialogue Togo Télécom 2. Les Anglais disent so and so on. En tout cas, Jean-Pierre Fabre dit, tout simplement par rapport à ce qui concerne le dialogue, on a toujours dit, on est favorable au dialogue, et on ajoute pour discuter des conditions du départ du chef de l'État, donc on n'est pas contre le dialogue. En disant, on ajoute pour discuter des conditions du départ du chef de l'État, ne voyez-vous pas que c'est une manière de dire non au dialogue? Une manière de dire non au dialogue, ça aussi, ça se discute, c'est un point. Vous-même aviez dit tout à l'heure que l'opposition devrait mettre sur papier ses points de revendication. Je crois que c'est l'opposition qui l'a dit. Ça aussi, c'est point de discussion. Discuter de départ de Fonia Singbe. Un président élu. Eh bien, écoutez, vous savez, un président élu. Oui. Quand on vous engage dans un service, c'est un peu comme par exemple au Togo actuellement, tout le public sportif s'offusque
Parce qu'il y a quelqu'un, un entraîneur, qui est devenu un peu comme le président du football togolais, qui se comporte comme tel et qui est supérieur même au président de la Fédération togolaise de football. D'accord? Maintenant, si ce dernier, on doit mettre fin à son travail aujourd'hui, ça va se discuter. Mais sur le document, qu'est-ce qu'on mettra? Discussion autour des conditions de départ de Claude Leroy. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on mette, par exemple, discussion autour des points de départ du chef de l'État? Et donc, c'est eux qui l'ont mis, c'est l'opposition qui l'a mis. Allez aux discussions et voyons comment ça va finir. Eh bien, merci à vous, Rodi Gallego. On comprend donc que l'opposition ira au dialogue avec le grand point, c'est discuter, tel que le chef de file de l'opposition l'a dit dans une interview accordée à un de nos confrères, discuter des conditions de départ de Faure Eswazina Gnassingbé. Merci à vous, Rodi Gallego, d'avoir accepté le débat de tous ces sujets de la vie sociopolitique du pays. Merci à vous pour la confiance que vous nous faites et je tiens à préciser que nous sommes Togolais et la vérité, même s'il faut en mourir, elle est très importante. Je préfère que ce soit la dernière chose que je dise avant d'être peut-être tué, abattu ou rendre l'âme, plutôt que de mentir pour plaire à quelqu'un. Je ne le ferai pas. Que Dieu vous épargne de ces drames. Oui, parce que quand je vois les gens qui tombent au bout des armes, et étant donné que je sois aussi sur le terrain, le petit Zoumeke Jojo qui est tombé à Bekbota, on aurait pu tomber aussi, hein, parce qu'on était à côté. Rachad, Yakoubou Abdoulaye et les autres, ils ne sont pas plus togolais que nous, ou nous ne sommes pas plus togolais qu'eux. Ce qui voudra dire que c'est une situation qui doit interpeller tous les Togolais, et pour que ça cesse, ce sera au bout de la vérité, rien que la vérité. Le psaume 121 dit: d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre, et que le secours nous vienne de l'Éternel, qui a toujours béni le Togo. Merci à vous qui nous avez suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Rapide Web pour l'assistance technique. Au micro, Heli Klim, Goka, Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.